Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Ce jeudi matin, au nom du gouvernement du Rwanda, le ministre des Affaires étrangères, Dr Vincent Biruta, s'est rendu à l'ambassade de Turquie au Rwanda et a écrit un message des condoléances au peuple turc lourdement impacté par le terrible séisme qui a fait plus de 18 000 morts dans ce seul pays. Le ministre Biruta a écrit « Au nom du gouvernement du Rwanda, nous sommes solidaires avec les familles touchées par le tremblement de terre qui a causé de nombreuses pertes en vies humaines et des grandes souffrances en Turquie. Le Rwanda se tient à côté du gouvernement et du peuple de Turquie. » Les bilans des victimes du séisme continuent d'augmenter chaque jour avec la découverte de nouveaux corps. Il atteint les 21 500. 18 342 parmi les décès sont originaires de la Turquie, tandis que plus de 3 350 vivaient en Syrie. Le tremblement de terre de magnitude 7,5 a frappé donc la Turquie le lundi matin. Actuellement, les opérations de sauvetage se poursuivent, mais même si les chances de découvrir les survivants s'amenuisent suite à la chute de la neige et à une température de plus en plus basse. Le Rwanda, en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Union européenne, vient de lancer la deuxième phase d'un accord de coopération pour l'accueil et l'assistance des migrants refoulés de Libye et hébergés par le Rwanda. Ces trois partenaires en développement sont unanimes et donc doit dire que cet accord, qui ira jusqu'en 2026, permettra aux migrants africains de mener une vie digne de ce nom au Rwanda. Jean-Damascène Manishimwe nous donne plus de précisions. Gebre Mariam Januari Dilma, originaire d'Éthiopie, et son époux se sont retrouvés bloqués en Libye alors qu'ils tentaient de rejoindre illégalement l'Europe. Alors ils ont vu leur rêve d'une vie meilleure en Europe se transformer en une vie misérable en Libye. Finalement, en flottant au Rwandais, ils ont poussé un ouf de soulagement en sentant à nouveau la joie de vivre. Je ne sais pas comment qualifier la vie de Libye, seulement elle était très pénible. Au Rwanda en particulier, dans son centre d'accueil, nous menons une vie agréable, nous recevons tout le nécessaire. Vraiment, nous sommes dans un endroit merveilleux. C'est en 2019 que le Rwanda a reçu le premier groupe de migrants qui vivaient en situation inhumaine en Libye. C'était au terme d'un accord entre le Rwanda, le HCR et l'Union africaine. Par après, l'Union européenne a intégré ce partenariat avec une aide de 12 millions d'euros qui vient d'augmenter jusqu'à 20 millions d'euros dans la deuxième phase. Le HCR estime que ce financement est d'une grande importance car en plus de stabiliser et de guérir le traumatisme subi par les migrants en Libye, ils ont besoin d'une solution beaucoup plus durable. Et ceci nous aide, c'est une solution qui a été mise en place pour pouvoir permettre les évacués quand nous sortons de la Libye, pour pouvoir les aider à trouver une solution. Non seulement les sécuriser ici, parce qu'ils passent à travers un trauma très difficile dans la situation en Libye, mais en étant ici, au moins ils ont la sécurité. Et c'est une solution qui a été offerte par le gouvernement du Rwanda et nous en sommes très reconnaissants. Et l'Union européenne nous a offert aussi un financement. Ce financement nous permet de donner une série de services que nous pouvons donner à ces requérants d'asile ou ces réfugiés qui arrivent ici pour leur permettre de se stabiliser et aussi de pouvoir trouver une solution plus durable, à savoir soit s'intégrer ici au niveau du Rwanda ou alors se trouver dans un pays tiers où ils pourront reconstruire leur vie. Donc il est très important pour nous que ces ressources-là nous permettent de prolonger ces services que nous avons eu à prodiguer pour ces personnes. Ce financement nous permettra d'ici 2023 à 2026 à continuer ces services. Donc ce sont des services donc, de conseil, on discute pour eux pour essayer de diminuer le trauma qu'ils ont subi. Il y a des services d'activités récréatives pour les enfants. Nous leur donnons de la nourriture, mais aussi nous les aidons à développer quelques compétences et qualifications pour les permettre d'avoir des bases solides pour trouver une solution durable dans un autre pays tiers. À travers ce partenariat, l'Union européenne va injecter 20 millions d'euros dans ce programme d'assistance aux migrants venus de Libye, avec le souci de tourner pour eux la page sombre de la vie de Libye.
Et cette transit mécanisme offre une opportunité pour ces personnes qui ont vécu des situations très difficiles dans des centres de détention en Libye. Ça offre des opportunités donc, pour accéder à un statut de réfugié dans d'autres pays. Et ça offre donc des renforcements des capacités pour des opportunités de vie dans l'avenir. La conclusion de ce nouvel accord de partenariat fait aussi la fierté du Rwanda, car il permettra d'étendre l'assistance à un grand nombre de nécessiteux, y compris ceux qui souffrent encore en Libye. C'est un choix que le pays a fait en utilisant le peu de ressources que le pays peut détenir, de pouvoir proposer des solutions qui peuvent par ailleurs être répliquées dans d'autres systèmes, dans d'autres pays. Mais c'est ce choix, c'est cette volonté de pouvoir apporter des solutions aux problèmes. Ce n'est pas seulement de constater les problèmes, comme on le constatait tous, ce qui se passait en Libye, mais on constatait sans vraiment proposer des solutions. Mais le Rwanda a dit, je peux contribuer, je peux peut-être proposer quelque chose qui peut amener une solution parmi d'autres solutions qui peuvent être proposées. Depuis 2019, le Rwanda a déjà accueilli plus de 1500 migrants venus de 9 pays africains. 900 d'entre eux ont déjà trouvé des puits d'accueil de façon permanente. La suite de ce journal en bref et en images, la compagnie Construct a présenté ce vendredi 61 engins de construction qui seront affectés à la construction d'infrastructures dans la ville de Kigali, notamment des grues et des équipements lourds utilisés dans la construction d'infrastructures. Ces machines seront utilisées avec l'appui de la société NPD Cotraco dans le projet d'infrastructure de la ville de Kigali qui vise à construire différentes routes dans la capitale. Et puis toujours en actualité nationale, le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique et l'Église catholique viennent de lancer officiellement un projet visant la promotion de l'unité et de la résilience au sein de la société rwandaise. C'est un projet qui s'étendra d'abord sur 3 districts, Nyarugenge dans la ville de Kigali, Gakenke et Rulindo au nord du pays. Le point avec Jean-Damascène Manichimo. Ce projet sera mis en œuvre grâce à la coopération du ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique et de l'Église catholique via la commission Justice et Paix. Il vise à renforcer la reconstruction du tissu social rwandais par le biais de la guérison des blessures spirituelles. La secrétaire permanente au ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Clarisse Munezero, explique que ce projet est d'une grande importance pour le Rwanda qui intensifie ses efforts vers la reconstruction d'un pays à un avenir radieux. La première raison pour laquelle nous y avons pensé est que l'un des devoirs de l'Union est d'établir et de faire connaître, de mettre en œuvre des mesures qui aident à voir clairement afin de guérir les blessures qui proviennent de la déformation de l'histoire des Rwandais. C'est aussi de restaurer la culture, l'unité et la paix au Rwanda par l'éducation et les discussions au niveau de la famille, au niveau de l'éducation et de la société civile, au niveau des organisations basées sur le consentement, au niveau des institutions publiques et au niveau du secteur privé. L'une des attentes de ce projet est de pouvoir conjuguer nos efforts, surtout en matière de réparation et de guérison spirituelle. L'archevêque de Kigali, Antoine Cardinal Kambanda, indique que si le Rwanda, en tant que pays, en tant que famille de Dieu, se mobilise pour renforcer l'unité et l'intégrité des Rwandais, c'est une meilleure façon de laisser aux générations futures un bon pays qui ne connaîtra plus les problèmes semblables à ceux du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Lorsque vous voyez quelqu'un souffrir plus que vous, ou que vous surmontez votre douleur et que vous l'aidez, c'est une guérison et une responsabilisation. Alors regardez en arrière, ouvre la porte au développement durable pour chacun d'entre nous. Nous commençons donc ce projet, nous espérons que vous nous aiderez à continuer à partager avec nos amis les bonnes expériences que nous avons réalisées dans ce programme d'unité et de résilience du Rwandais et nous examinerons d'où nous venons, nous sommes maintenant
et où nous voulons aller. Partager la vie que nous aurons nous aidera à donner à nos enfants un bon héritage pour l'avenir et à vivre dans le pays où il fait beau vivre. En dehors des activités de la communauté et de la promotion de la qualité de vivre ensemble, il est prévu que dans ce projet d'unité et de résilience des Rwandais, d'autres activités soient menées pour aider la population à se développer et à œuvrer davantage pour une meilleure image du pays. 2 mois après la réouverture de la frontière entre le Rwanda et le Burundi, les mouvements s'intensifient de plus en plus à la frontière entre les deux pays, à Ruha. C'est en district de Rusizi, en province de l'Ouest. La population de part et d'autre de la frontière disent être heureuse que la situation se normalise davantage, ce qui facilite la vie. Kassim Issouf nous en dit un peu plus. La frontière de Ruha entre le Rwanda et le Burundi, en district de Rusizi, est très fréquentée par des Rwandais, des Burundais et par d'autres ressortissants étrangers. Jusqu'à 18h heure locale, le mouvement des personnes est observé. Cette frontière est ouverte depuis plus de 2 mois, mais au début, le mouvement n'était pas intense comme on l'observe maintenant. Lors de la fermeture de la frontière rwando-burundaise, Shimimana Valence était au Burundi où il est resté et s'y est marié. Je viens du Burundi à Bujumbura précisément. J'étais en Tanzanie et lorsque je suis rentré en passant par le Burundi, j'ai trouvé que la frontière était fermée. Je viens de passer toutes ces années au Burundi et comme maintenant la frontière est ouverte, je me suis dit que je devrais rendre visite aux parents. Même si les frontières sont ouvertes, des marchands côté rwandais et burundais souhaitent voir des produits, surtout alimentaires et des fruits au marché dans les 2 pays comme c'était auparavant. Les statistiques révèlent qu'actuellement, plus de 1000 personnes par jour franchissent la frontière de Ruha, mais le grand nombre est constitué des ressortissants congolais. Les responsables des sociétés minières indiquent vouloir mettre tout en œuvre pour restaurer les opérations minières, tout en prenant toutes les mesures nécessaires pour que leurs opérations n'affectent pas l'environnement. L'Office national en charge des mines, pétrole et du gaz explique que chaque entreprise minière doit le faire d'une manière qui protège l'environnement et ceux qui ne le font pas seront sanctionnés. C'est l'une des zones minières du secteur Kabuchuzi, en district de Muranga, où se concentrent les activités des filtrages de sable dont sont extraits les pierres. L'eau utilisée dans ces opérations est captée et réutilisée, contrairement à l'exploitation minière d'origine. Afasalia Adelphine, responsable de la protection de l'environnement au sein de l'entreprise IMC, affirme que l'une des principales préoccupations aujourd'hui est d'empêcher l'exploitation minière de nuire à l'environnement. Je peux dire que nous mettons tout en œuvre pour ne pas endommager le cours d'eau sur place, car nous recyclons l'eau que nous utilisons. Si vous constatez les quelques dégâts, ils sont antérieurs à nos activités, car les extractions anciennes étaient faites de manière artisanale, et nous les faisons aujourd'hui avec des outils modernes. L'exploitation minière au Rwanda s'est faite principalement sur le flanc des montagnes et ces endroits sont traversés par des cours d'eau qui se déversent par la suite sur les activités dont l'agriculture. Et cela endommage ces activités. Certaines entreprises minières ont pris des mesures pour empêcher ces catastrophes écologiques. Depuis que nous travaillons de manière professionnelle, nous faisons de sorte de protéger l'environnement. Nous ne relâchons pas dans la nature l'eau que nous utilisons. Nous les recyclons. Nous avons des pépinières et les arbustes sont plantés là où nous avons arrêté nos activités. Et ceci pour protéger l'environnement. Le directeur général adjoint de l'Office rwandais des mines, pétrole et gaz explique que même si ce métier rapporte beaucoup d'argent au pays, il ne faut pas que cela nuise à l'environnement et ceux qui ne respectent pas la loi s'exposent à sa rigueur.
Lorsqu'une compagnie obtient l'autorisation d'extraction, elle obtient le droit de ce qui est sous le sol et non ce qui est au-dessus du sol. C'est-à-dire que lorsque l'entrepreneur finit son opération d'extraction, il doit réhabiliter le terrain et le remettre en état. Nous allons commencer une inspection des différentes concessions et là où nous trouverons que certains n'ont pas respecté leurs engagements, ils seront sanctionnés. L'exploitation minière est la deuxième source de devises étrangères pour le Rwanda après le tourisme. En 2021, cette activité a généré 516 millions de dollars américains. Certaines parmi les filles et les femmes qui ont suivi des études de sciences conseillent aux plus jeunes, qui sont toujours sur les bancs de l'école, de bien profiter de toutes les opportunités qui leur sont offertes dans toutes les disciplines sans aucune exception. Elles indiquent que les jeunes filles bien formées ont montré leur capacité à relever les défis liés au développement du pays. Le détail avec Amandine Dikoumassabou. Dr Jennifer Batamuriza du domaine de la technologie a actuellement plusieurs responsabilités dans ce domaine, notamment l'enseignement à l'Université du Rwanda. Elle a indiqué qu'à l'époque de choisir les études à poursuivre, il était rare de voir qu'une fille puisse choisir de suivre des études entre guillemets très compliquées. La Journée internationale des filles et des femmes de sciences est célébrée le 11 février par l'UNESCO depuis l'adoption de la résolution 110-212 par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée vise à promouvoir l'accès et la participation pleine et équitable des femmes et des filles aux sciences. Les femmes représentent seulement 10 à 20% des informaticiens dans le monde. Également comme utilisatrices, elles ne seraient que 57% au niveau mondial pour 62% chez les hommes. Le Rwanda s'est joint au reste du monde dans cette célébration en rappelant que le pays est toujours engagé à promouvoir l'accès des filles aux technologies de l'information et de la communication et de les inciter à aller plus nombreuses vers les professions d'éthique. Selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, je cite, « Nous pouvons tous et toutes contribuer à libérer l'immense talent inexploité dans notre monde en commençant par remplir les salles de classe, les laboratoires et les conseils d'administration de femmes scientifiques. » Fin de citation. Rendons-nous à présent à Rubavu. Les élèves en province de l'Ouest du Rwanda se félicitent des résultats de la politique de l'éducation de base de 12 ans qui leur a permis de poursuivre leurs études malgré les moyens limités de leur famille. Éclairage avec Jean-Damascène Manichim. Pierre Ouimana et Vedas de Kalissa sont deux élèves qui ont bien réussi les épreuves de fin du premier cycle secondaire, mais n'ont pas pu poursuivre leurs études dans les écoles où ils avaient été affectés, faute de moyens de leur famille. C'est ainsi qu'ils se sont dirigés vers le centre d'éducation de base de 12 ans, près de chez eux. Ce programme d'éducation de base de 12 ans fait non seulement la joie des élèves, mais aussi et surtout des parents qui ont vu leurs enfants poursuivre les études, sans problème, contre toute attente, car par manque de moyens financiers, les enfants des familles modestes n'auraient pas droit à la scolarisation, ce qui n'est plus le cas avec ce programme d'éducation de base de 12 ans. Le gouvernement du Rwanda, via le ministère de l'Éducation, appuie ce programme afin de s'assurer que la qualité de l'éducation est garantie dans ces établissements scolaires. C'est en tout cas le point de vue du vice-maire chargé du développement économique dans le district de Rutsiro, c'est en province de l'Ouest, qui affirme que pour le moment, personne ne devrait se soucier de la qualité de l'éducation fournie par ces écoles. Il invite par là les parents à encourager les enfants à fréquenter ces écoles, car leur mise en place avait pour objectif de soutenir le programme d'éducation pour tous entrepris par le gouvernement du Rwanda depuis bien de jours. Désormais, la Coupe du monde des clubs de la FIFA qui se tient au Maroc connaît les deux clubs qualifiés pour la finale, le Real Madrid contre Al Hilal. Notre confrère Edi Sabiti, qui est donc sur place à Rabat, nous parle ici de l'histoire d'amour entre les Madrilènes et les Marocains, séparés juste par la Méditerranée.
Le Maroc et le Real Madrid, c'est une histoire d'amour, c'est de la famille. Ce n'est pas seulement que du football, mais c'est de la famille. C'est une histoire d'amour puisque déjà la proximité entre les deux pays, l'Espagne qui est également un royaume, on doit se rappeler également le Maroc qui est un royaume, c'est de la famille de part et d'autre, séparés par la mer Méditerranée. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, le Real à Rabat, le Real au Maroc, c'est un Real qui se retrouve quasiment à la maison avec l'apport et surtout un grand fanbase ici à Rabat, à Casablanca, à Tanger, à Marrakech, à Fès. Ce sont des grandes villes du Maroc qui, toutes à l'unisson, supportent le Real Madrid. C'est-à-dire que c'est un Real Madrid quasiment dans les meilleures conditions avec le complexe Mohamed VI où le club se prépare, a fait ses préparations pour cette Coupe du Monde de club de la FIFA. Vous comprendrez que le Real Madrid a été mis dans les meilleures conditions possibles. Ceci est de bon augure alors pour le Maroc, que de clubs comme ça, comme le Real Madrid, puissent être satisfaits par rapport à l'accueil, par rapport aux infrastructures mises à leur disposition. Ceci montre combien le Maroc est un lieu sûr et surtout est un tel endroit où des grandes compétitions peuvent être organisées. La logique a été respectée après un match presque à sens unique, surtout en second mi-temps. Et bien que privé de Karim Benzema, c'est un score de 4-1 en faveur du Real Madrid avec une ambiance folle et surtout à la certification de fans. Le Real Madrid qui était favori avant le match, il a confirmé pendant le match qu'il était le favori, archi-favori même de cette compétition. Voilà que le Al Ahly aussi a essayé du mieux qu'il pouvait. Voilà, et le Real Madrid, on doit dire et reconnaître que la qualité, l'expérience des joueurs comme Luka Modric, Toni Kroos, Vinicius et Rodrigo, malgré qu'ils sont jeunes les deux, ils ont fait vraiment le match qu'il fallait. Ça a été une correction contre Al Ahly, l'expérience de Carlo Ancelotti, on va également souligner ça. Également, il faut parler et surtout souligner l'apport des supporters marocains derrière le Real Madrid. Le Real qui jouait presque à la maison, c'était tout à fait normal qu'il ait une victoire aussi brillante. Alors, rendez-vous, c'est ce samedi ici à Rabat pour la finale entre le Real Madrid et Al Hilal d'Arabie Saoudite. Ça sera un choc entre les deux géants, le géant européen et le géant asiatique. Et nous, on sera là pour vous rassurer que vous avez le meilleur. À l'issue de ce match, les yeux des supporters du Real Madrid restent rivés sur la finale, attendue donc ce samedi avec beaucoup d'optimisme. On est content, c'était un bon match. On a assisté à une grande performance du Real malgré les absents. Et on espère que la finale sera à la hauteur des attentes. Merci. Est-ce que vous pensez que le Real peut remporter cette compétition? Vous savez, depuis le début, le Real était favori pour gagner cette coupe et je pense que ça sera le cas. Il va la remporter, c'est sûr. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à la langue française au nom de toute l'équipe.